Je crois qu'on commence par Monsieur le maire de Fuenlabrada et je vais laisser la parole à Jean-Philippe Dupont-Clément qui va animer cette réunion. Bonjour, rebonjour, j'avais oublié le micro. Bien, eh bien, écoutez, effectivement, je crois que la première intervention était celle de mon collègue maire de Fuenlabrada, Javi Ayala, pour une présentation de la vision qui peut être la sienne, et puis des mesures prises par la commune et les communes voisines, par le territoire dont il est élu, sur l'attractivité du centre-ville de Fuenlabrada. J'aurai ensuite, après qu'il se soit prêté à cet exercice, l'occasion de faire la même chose pour la commune de Mency et la région Île-de-France, avant de passer la parole à Élodie Benoît. Today we have the first meeting of the European Cities Observatory of Housing Working Group. Remember that we saw in Strasbourg. Then this is our first meeting. We have selected 5 urban regeneration projects: Fuenlabrada, Paris, Sliglio, Laon, and Bayonne. These are the 5 urban regeneration projects that we want to speak with in this meeting. Okay? Urban regeneration has been a fundamental tool for the transformation and development of cities. It consists of the remodeling of consolidated urban areas of the city. We need to create a new territorial and urban model based on the compact city approach. This model should prioritize sustainability, universal accessibility, environmental protection, and the fight against climate change, and respond to new housing needs by adapting old buildings. We need to pay more attention to innovative urban projects, try new and risky solutions to address urban challenges and especially new housing needs. We should replace all empty buildings in the heart of all our cities and give them a new life. In urban centers, we will soon have many empty buildings. Rather than constructing new housings, we can adapt these buildings to meet citizens' demands. This approach reduces land construction, increases comfort, and strengthens social ties between inhabitants. It combats unwanted loneliness and strengthens a sense of community and social identity. Now we are going to explain our project. I give the speak to Roberto Silva from Fuenlabrada European Project Team. That he are going to explain you our project Central District. Okay. Thank you so much. Thank you very much, Javier. First of all, I would like to introduce myself. I'm Roberto Silva. I work as European Project Officer in the Fuenlabrada City Municipality. And it's a delight to share with you all the experiences that we have talking about housing and city center. Currently, sorry? Do you have any question right now? Je peux pas lui proposer 1 litre. Can you listen to me? Yeah, that's right. Okay. Currently, cities are positioning themselves as key players in the economic, ecological, cultural, and political transition process. To achieve this, we are developing new frameworks such as the 2030 Agenda, the European Union's Urban Agenda, and in our case, the Fuenlabrada 2030 Urban Agenda. With these tools, we've made significant progress in urban policies that promote sustainable growth from social, cultural, economic, and environmental perspectives. As a part of Fuenlabrada 2030 Urban Agenda, we have identified 6 strategic development areas. Today,
we would like to focus on one of these areas, namely downtown district, which includes the old quarter of our city. Like many other European cities, Fuenlabrada's neighborhood has lost its centrality in recent decades due to the decline in economic and administrative activity, as well as population. As a result, the center of Fuenlabrada has progressively deteriorated. As you can see in the following slides, it's all the information that I'm going to provide you. However, the revitalization of this area presents a transformative opportunity with great impact, linked to the strategy of regenerating and recovering the consolidated city. Distrito Centro is the name that we call this project. It's an urban redevelopment project that aims to achieve economic transformation, environmental improvement, and increase social cohesion in this unique area of Fuenlabrada. The project aims to enhance the value of the city area by delimiting and acting on an extended area with respect to the traditional quarter. Our goal is to improve the urban structure by focusing our efforts on formulating and executing the necessary instruments for urban and building rehabilitation works in 3 areas of action: economic, social, and environmental. We believe that this integrated plan prioritizes social profitability. The objective of the urban transformation project proposed by Distrito Centro is to improve the quality of life of the citizens of Fuenlabrada. It is aligned with the objectives of Fuenlabrada 2030 urban agenda. First of all, a more inhabited center, promoting regenerative culture by increasing the number of residents and houses. Ah ouais? Bah oui, il est parti. Ouais. Mais il est rentré tard, il a dû rester un moment. Mais sans sénateur, parce que... Okay. Second, a more active center, promoting identity and cohesion by increasing citizen economic and social activity. And third, a healthier center to increase health and well-being by improving the environment and public spaces. For a more inhabited city center, the downtown district is a residential neighborhood with a great potential to accommodate new residents and improve its condition. By revitalizing and making environmental improvements, rehabilitating existing buildings to increase energy efficiency, accessibility, and housing comfort, and constructing new housing, we can generate a diverse and attractive housing offer that responds of the demands of the population. The Central District is a great place to attract young people, students, and new emancipated individuals. It has high pedestrian mobility, affordable rental options, and potential for exploring non-traditional models of living, production, and social relations. The departure of the resident population is aging, and the decentralization of economic activities has weakened the productive fabric. However, the strong sense of belonging existing in Fuenlabrada and the uniqueness of the center constitute a capital and attraction to revitalize the economic activity of the center. Through these objectives, we seek to reinforce the capacity of the down district to attract and host new economic and commercial activities, with culture as a key sector. That's the key. A healthier city center, we get this with improving the environmental quality of city centers. It's a big challenge for us and for the cities. We must undertake in the next decade to mitigate the effects of climate change and promote the comfort and health of population. We need to make a concerted effort to reduce greenhouse gas emissions and mitigate the heat islands affecting the Central District. Our goal with this plan is to create a downtown district that feels more welcoming, natural, and humanized. By doing so, we can enhance the value of the unique landscape and adapt it to a new environmental quality standards. This plan is necessary to organize the ongoing transformation of the neighborhood, which began in recent years and will continue over the next decade. Some actions are already in progress. In the more inhabited city center axis, we have rehabilitated public buildings
We have also established an office in the Central District of Rehabilitation to provide advice on housing rehabilitation processes, with a focus on improving energy efficiency and ensuring universal accessibility. Additionally, we have implemented an aid program for the energy rehabilitation of housing known as ERPP Distrito Centro. Municipal public action to demolish all disused and abandoned buildings has been a great success, stimulating the construction of 258 new residential dwellings in the Central District over the last 4 years. Under the heading of the Active Center, we have established the Museum of Urban Art. We told you before that culture was the key. Our museum blends figurative art with the everyday urban elements of the city, enhancing the beauty of the streets, squares, and public spaces. We are proud to have transformed Fuenlabrada in a hub for creation, discussion, and artistic debate. The neighborhood has been thriving with new economic, commercial, and hospitality activity, resulting in the opening of exciting new establishments. Additionally, the social cultural program has been expanded, leading to more residents visiting the city center. The redevelopment of streets and squares has focused our action on the access of more healthy center. We have redeveloped the downtown by increasing the pedestrian areas and implementing pedestrian priority streets, improving the passage under the railway. The call of projects for the construction of a cycle and pedestrian crossing over the railway, improving universal accessibility and favoring sustainable mobility. In order to continue the urban regeneration work, the downtown district has an action program for its revitalization and environmental requalification, which foresees actions in each of the 3 axes mentioned before. For a more innovative center, its objectives are very clear: the rehabilitation of the housing stock with the aim of improving its ability and efficiency, the renovation of key parts and obsolete fabrics to increase the supply of housing and increase the density of housing in the neighborhood with actions such as the replacement of the old industrial estate of La Estación with an action unit for the construction of new housing, and the creation of a new supply of housing. Distrito Centro is the neighborhood with the oldest housing stock of poor construction quality with accessibility and energy efficiency programs. For housing rehabilitation, we have identified the most vulnerable areas and defined 3 areas of action. And we have set up public aid programs to facilitate housing rehabilitation. The aid of channeled through the refurbishment office, which provides specialized technical assistance to residents associations and administrative supports of processing the aid, which subsidize up to 60% of the refurbishment costs. The Central District is a neighborhood with the capacity to receive new inhabitants, as there are vacant plots of lands with the capacity to accommodate the construction of new housing, both in the areas of renovation foreseen in the urban planning and in the plots of the land occupied by unused, dilapidated buildings. In this respect, we have begun to revise the urban planning regulations to adapt them to the new housing typologies and to simplify the management of construction process. The reconversion of the railway station and Constitution industrial estates are a good example of this type of initiative. Both are industrial areas that had been inserted in the middle of the residential fabric. Due to the condition, the urban barrier, and their obsolescence, we have proposed their transformation into neighborhoods with mixed residential and commercial uses. Both actions require the modification of urban planning regulations and will enable the creation of almost 1,000 dwellings. We are working hard to improve
public services, sociocultural activities to revitalize economic activity and supporting local businesses, and enable the implementation of new economic activities. We are proud to say that we have already started comprehensively refurbishing public facilities and buildings in the Central District to improve their energy efficiency and universal accessibility, creating closer and more attractive spaces. We also aim to repurpose buildings that have lost functionality, such as public schools that have become vacant due to the demographic changes, by redefining their uses and services. The Central District is home to a vulnerable population that is at risk of social exclusion. That's why we have implemented detention and early attention programs for this group, with coordinated efforts from the Departments of Social Welfare, Education, Employment, Culture, and Sports. Culture, as I told you before, is one of the strategic lines for its transformation of the downtown district. Cultural activities will contribute to revitalizing the social life and economic activity of the old part of the city. The urban regeneration program for the Central District foresees the construction of a unique cultural facility on a large vacant plot of land, which should serve as a catalyst of cultural activity and other related activities and services. Recovering this district as a space of centrality for the whole of our municipality requires the regeneration of attractive elements that reinforce its character as a vital and attractive space. For this reason, we have reinforced the celebration of cultural, sporting, and leisure activities that are attractive to the population of Fuenlabrada, such as the Art Urban Museum, the Maria Pajés Choreographic Center, the organization of popular races, of the promotion of local commerce, such as the trade fair or the organic farming market. In this same line of work also includes actions and events to stimulate economic activity in order to promote local commerce. We disseminate the existing businesses in the downtown district, including the list of empty premises that can house new activities, the increase in training and specialization of local businesses, and the new implementation of activities to stimulate them. For example, window dressing competitions, routes of themes, events, or the tapas fair that's very typically here. Finally, within this action, we also include the implementation of the Urban Innovation Laboratory in the municipal space of Los Arcos, which aims to mobilize, train, and promote the active participation of social economic agents in the process of urban regeneration. The last objective brings together all the elements needed to improve the quality of the environment, comfort, and the redevelopment of the urban landscape and public spaces. Here we include the rehabilitation and renaturation of the public space network, including streets, squares, and large public spaces. We also include actions to improve the mobility of pedestrians and cyclists through traffic calming measures and the reduction of the use of private motorized vehicles. We have defined a greening strategy that will increase urban greenery and link the different green areas of the city center through green corridors. We will start with the renovation of the main urban part in the city center with a renovation and landscaping project that will increase its visibility and improve its connection with the rest of the urban fabric. And this project is part of a more ambitious one, the Paseo del Tren. The aim of this project is to gently integrate the railway into the urban fabric through the construction of 2.8 kilometer linear park that runs parallel to the railway lines that divide our city. In addition to creating new green spaces, El Paseo del Tren, or train walk site, will increase the number of crossings to improve communication between the different districts of the city. The 7 existing crossings will be redesigned, and 3 new ones will be created, such the renovation of Fuenlabrada Central, is the central point of the city, with the Parqueduct project, which includes the construction of a new green walkway
that will provide pedestrians access between the two sides of the railway. Finally, we are promoting the redevelopment of the streets of the central district to improve accessibility, safety, and mobility. At the same time, we are improving the district links with other parts of the city by articulating the urban fabric and green infrastructure. The regeneration of Fuenlabrada city center is an urban transformation and regeneration project that aims to adapt our city to change in the urban environment and improve our resilience to climate change. As we have explained, the project is divided into short, medium, and long-term actions. The project is underway and many actions have already begun, such as the improvement of crossing under the railway, the rehabilitation of the road network, and the socio-cultural rehabilitation of the neighborhood. The most important works will be carried out in the next 2 years, such as the restoration of the Huerto del Cura Park as a park in the center of the city, or the construction of the new footbridge over the Parqueduct Railway. This initiative has a direct impact on the increase of the resident population in the district and the increase of the rehabilitation and construction of new housing. Housing, finally, is the subject of this working group's reflections. From our point of view, as our mayor told before, intervention in degraded urban fabric requires multidisciplinary actions that intervene in the construction of new housing, in the increase of the resident population, in economic activity and environmental quality, and in social, cultural, and civic participation. Thank you very much for your attention. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Hop. Voilà. Merci à vous. Donc, je vais laisser, merci Monsieur le maire, Monsieur le coprésident. Je vais laisser la parole à notre autre coprésident, Monsieur Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui va tout d'abord présenter toutes les casquettes qu'il a. Et puis, je trouve que c'est très intéressant d'avoir un peu votre regard également sur l'habitat de demain. Et voilà. Bien, merci beaucoup. Merci, merci à Javier Ayala et son adjoint pour la présentation qui a été faite, qui était particulièrement intéressante. Alors oui, pour le coup, moi je suis maire d'une petite commune de grande couronne francilienne, Mennecy, 16 000 habitants à 40 km au sud de Paris, à la jonction entre l'Île-de-France très rurale et l'Île-de-France très urbaine. Quand on sort de ma commune, on arrive sur les champs de la plaine de Beauce et du parc naturel régional du Gâtinais. Et à 5 km au nord de ma commune, c'est les grands ensembles urbains de Corbeil, Évry, Grigny ou Viry-Châtillon. Par ailleurs, j'ai la chance d'être vice-président à l'aménagement de la région Île-de-France. Et dans ce cadre-là, de présider pour la région 2 organismes, l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui est l'outil de l'État et de la région qui peut aller racheter du foncier au service des communes pour le remettre à disposition pour créer du logement ou créer de l'activité, et puis Grand Paris Aménagement, qui est un autre établissement public d'État présidé par la région, qui est le principal aménageur public d'Île-de-France. Et Grand Paris Aménagement, c'est chaque année l'équivalent de 2500 à 3000 logements créés en Île-de-France. C'est de la requalification urbaine extrêmement lourde. Et depuis quelques années, une réflexion très forte sur l'amener de l'activité et notamment le travail sur les rez-de-chaussée actifs dès leur conception, c'est-à-dire comment dès la conception d'un projet, on va intégrer le futur et travailler avec les acteurs qui seront amenés à gérer, à exploiter la partie économique. Ceci pour répondre à la demande de présentation. Alors peut-être
Sur la présentation que je souhaitais faire en 2 temps, un temps plutôt, communal et un temps plutôt, régional, dire que, on va retrouver, beaucoup de similitudes avec ce qui a pu, être présenté, concernant, Fuenlabrada avec, des différences, de taille pour une petite commune comme la mienne, beaucoup plus, modeste que celle de mon collègue de par sa taille et sa démographie, mais on va retrouver un certain nombre de similitudes et que moi je souhaiterais placer sous 3 axes. La première, c'est le logement. Le second axe, c'est les espaces commerciaux et les services publics ou à la personne, quel qu'il soit. Et puis le troisième axe, c'est la question du travail des espaces extérieurs et notamment de la prise en compte de la transition écologique et de l'adaptation aux contraintes nouvelles qui sont les nôtres. Sur la question du logement, même si, comme dans la commune espagnole qui a été présentée, comme je crois dans la présentation qui sera faite d'une ville de Sligo en Irlande, qui connaît des problèmes démographiques, le premier travail que nous avons eu à effectuer, ça fait maintenant bientôt 14 ans que je suis maire, c'est de travailler sur la problématique du logement. C'est une problématique qui nous a été imposée par l'État. En France, nous avons une règle qui impose aux communes un pourcentage minimum de 20 ou 25% de logements dits sociaux, c'est-à-dire de logements locatifs abordables pour simplifier les choses. Ma commune ne les avait pas. Et donc, nous avons une problématique très forte de logement pour reconquérir du logement, ramener du logement et ramener du logement plutôt qu'en extension urbaine, ce qui pour nous a été un peu la contre-exception ou la contre-règle, de ramener du logement sur de la recomposition urbaine. Ça a été du travail qui a pu être fait sur des friches. Nous avions un certain nombre de friches historiques, industrielles, au travers d'une papeterie, au travers d'une carrosserie, au travers d'un garage, au travers de bâtiments appartenant à l'aviation civile qui étaient abandonnés, et tous ces bâtiments situés dans un périmètre de moins d'1 kilomètre de la gare et du centre-ville historique. Et donc, nous avons pu travailler de manière extrêmement forte sur des opérations en recomposition urbaine avec, en bout de course, la livraison de plus de 1500 logements sur la période concernée. Parallèlement à ces livraisons de nouveaux logements, il y a un certain nombre de slides qui sont présentés et puis qui sont déclinés, que je vous présenterai au fur et à mesure. Parallèlement à cette production de nouveaux logements, ça a été également un travail avec les bailleurs sociaux et les bailleurs privés pour travailler sur la rénovation du bâti. Alors la rénovation du bâti, jusqu'à 2022, c'était une question qui était essentiellement une question environnementale, qui était une question de qualité de vie. Depuis 2022 et l'explosion des coûts de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, c'est devenu aussi une nécessité sociale et économique pour les familles. Donc, premier axe, cet axe de travail autour du logement et de la rénovation du logement. C'est ce qu'on voit par exemple sur le premier slide qui est présenté. C'était un corps de ferme totalement artificialisé avec un bâtiment existant sur une emprise de 6000 m² et qui a pu être réutilisé pour moitié sur un immeuble mixant du logement locatif social, du logement privé, proposant de l'activité, 700 m² d'activité commerciale, et puis un parc urbain de 3000 m² sur la moitié de l'espace qui a pu être ouvert en continuité du listé. Ce deuxième aspect, je parlais du logement, le deuxième aspect très fort pour nous à Mency, ça a été de travailler sur les espaces commerciaux et les services. Voilà, donc on voyait cette perspective sur le bâtiment dont je vous parlais. Les espaces commerciaux et les services, ça a été pour nous une nécessité. Lorsque l'on livre 1500 logements, c'est-à-dire 3000 habitants, un peu plus de 3000 habitants nouveaux qui arrivent sur une commune, ça nécessite d'une part de pouvoir
fournir du service urbain, pouvoir fournir du commerce de proximité, pouvoir fournir de l'emploi local. Bon, alors on n'est pas très loin de Paris, on a la particularité en Île-de-France d'avoir une surattraction sur le travail par rapport à Paris et à sa petite couronne. Mais lutter pour essayer de réduire le déficit du ratio emploi-logement est pour nous quelque chose d'important. Et donc sur tous nos projets de réaménagement, ça a été le travail pour introduire dans ces projets des espaces de commerce ou d'activités économiques pouvant venir apporter un service aux nouveaux habitants, mais également aux anciens, et réduire cette fracture territoriale. Et puis à côté des espaces commerciaux, c'est des services publics. Ça a été l'aménagement, je le disais, du parc à côté du lycée, du second parc, d'un second parc. Il y en avait une autre perspective qui était faite là encore dans le cadre d'un projet d'aménagement mixant logement et services publics. Ça a été l'aménagement dans tous les locaux reconstruits d'espaces publics, des salles associatives à destination des associations, un auditorium qui va venir également ouvrir dans quelques mois dans des locaux qui sont en reconstruction. Et donc, l'objectif systématiquement de mailler une nouvelle construction avec de l'activité commerciale et du service public. Et puis en parallèle, ça a été également un travail de mise à niveau et de rénovation de nos services publics existants. C'est 4 groupes scolaires sur 5 de la commune qui ont fait l'objet de rénovation complète ou de reconstruction et d'extension. C'est un gymnase supplémentaire qui a été ouvert sur la commune, un doublement de nos maisons des jeunes et de nos centres de loisirs à destination des enfants. Bref, un investissement extrêmement fort sur les services à la population pour pouvoir venir accompagner l'arrivée de nouveaux habitants qui contribuent à une dynamisation et une attractivité de notre commune et de son centre-ville. Puis le troisième axe, lorsqu'on a parlé du logement, lorsqu'on a parlé des espaces commerciaux et de services publics, c'est la question du travail des espaces extérieurs avec un prisme beaucoup plus avec un prisme particulièrement fort sur l'adaptation au changement climatique par rapport à ce qui pouvait encore être le cas il y a 15 ou 20 ans de cela. C'est-à-dire que systématiquement, nous avons cherché à désimperméabiliser partout où cela était possible, à planter. On le voit sur les quelques slides qui sont présentés avec des espaces publics. C'est des centaines d'arbres qui ont été plantés sur la commune, en milieu urbain très dense, mais également dans des prairies ouvertes où nous avons créé des vergers ouverts à destination des habitants, autour, donc proposant des centaines d'arbres fruitiers. C'est un travail également pour renforcer, mais travailler différemment le stationnement. C'est-à-dire que nous avons systématiquement imposé des poches de stationnement souterrain sous les immeubles reconstruits pour chercher à libérer de l'espace public sur rue. Les parkings qui ont pu être construits, quand on parle de libération, on voit ici la place de la mairie. La place de la mairie était un parking géant il y a de cela 15 ans. On a fermé, on a piétonnisé et on a pu le faire parce qu'on a récupéré des nappes de stationnement sous les immeubles nouvellement construits. On a également pu réaménager des parkings en centre-ville, 2 parkings qui ont pu être réaménagés en travaillant sur des matériaux de pavés absorbants pour permettre, y compris lorsque l'on est sur des espaces publics dédiés à du parking, eh bien, d'avoir une absorption des eaux pluviales et lutter contre les phénomènes de ravinement auxquels on peut être confronté. Et puis, dans un certain nombre de cas, ça a été de modifier la place de la voiture. On a été amené à le faire de manière intéressante sur 2 projets. Un projet sur un centre commercial, sur un petit centre commercial de proximité situé en jonction du centre-ville, c'est-à-dire qu'on est sur un centre-ville où on va trouver à 700 mètres carrés de celui-ci, un petit centre commercial face au lycée. Et en fait, ce centre commercial, les véhicules étaient garés dans des contre-allées
directement contre les commerces. On a réaménagé totalement l'espace public l'année dernière pour sortir les véhicules qui étaient garés contre les commerces, les garer côté rue, là encore, sur des places de stationnement désimperméabilisées, redonner un espace piétonnier le long des espaces commerciaux, végétalisé avec la plantation d'une trentaine d'arbres de haute tige qui pourront venir amener un peu d'espace de fraîcheur. Donc, un travail extrêmement important là-dessus. Et puis, deux outils dont nous sommes dotés également pour essayer de lutter contre la désertification de certains commerces ou la dégradation de certains bâtis liés à des phénomènes de mitage urbain. C'est tout d'abord un droit de préemption commerciale et une politique assez volontariste de la commune pour pouvoir aller préempter des baux commerciaux ou racheter des fonciers commerciaux en centre-ville. Moi, je suis une petite commune, donc j'ai une trentaine de fonciers commerciaux de centre-ville, ce qui est assez faible, mais la logique de la commune a été d'aller porter des rachats pour empêcher une dépréciation de ceux-ci. Alors, on voit deux écoles qui ont été, deux agrandissements d'écoles en centre-ville qui apparaissent là sur ce slide. Mais donc, l'objectif d'aller racheter des fonciers en centre-ville pour les maîtriser et garantir la pérennité de la qualité commerciale. Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas? Est-ce qu'on est dans une commune, on va avoir une multiplication de chicha, de lika mobile ou de kebab? C'est une logique de dire on veut maîtriser notre centre-ville et on veut garder une diversité commerciale, ne pas la garder, c'est aller vers un appauvrissement commercial de celui-ci. Et puis en parallèle, ça a été la mise en place du permis de louer, du permis de diviser. Alors je ne sais pas s'il y a les équivalents en Espagne ou en Irlande, mais qui sont des dispositifs existants en France qui permettent de bloquer une division d'un foncier, c'est-à-dire de pouvoir, à certaines conditions, mais pour une commune, éviter qu'une ancienne maison bourgeoise soit lotie en 4, 5 ou 6 appartements. Donc, c'est lutter contre la dépréciation de ces bâtis. Ça, c'est le permis de diviser. Et le permis de louer, c'est avant chaque mise en location, le bien est visité par un agent municipal pour s'assurer qu'il ne soit pas insalubre. Et s'il y a des travaux à faire dessus, eh bien, le propriétaire ne pourra le mettre en location qu'après avoir fait les travaux, ce qui est aussi la garantie d'avoir un foncier et un logement correct et décent qui soit fourni aux habitants. Voilà quelques mots pour la commune. Sur la question région, parce que je vois que je dépasse le temps qui m'était imparti, on a mis en place des politiques extrêmement volontaristes de soutien financier au commerce sur ce que nous appelons le secteur rural de l'Île-de-France. C'est-à-dire ça correspond à une population d'à peu près 2 500 000 habitants sur 12 300 000 personnes vivant en Île-de-France. C'est ce qui va correspondre au secteur de la grande couronne francilienne et aux communes de moins de 10 000 habitants figurant dans cette grande couronne. Et là-dessus, on va intervenir de deux manières. La première, c'est une aide directe pouvant aller jusqu'à 50 000 euros aux commerces qui s'installent ou qui font des travaux d'extension, de réhabilitation, de requalification. L'objectif, là, c'est vraiment de pouvoir soutenir le commerce de proximité dans des communes qui souvent voient disparaître les derniers commerces sous la double concurrence d'une part de l'ubérisation avec l'effet Amazon et d'autre part des grands centres commerciaux. Donc c'est soutenir l'implantation et le maintien de ce commerce de proximité dans des secteurs qui peuvent pâtir d'avoir une plus faible attractivité parce que excentrés. Et sur ces mêmes secteurs, c'est des aides pouvant aller jusqu'à 150 000 euros que nous apportons aux communes pour pouvoir requalifier, améliorer, embellir leur centre-ville, c'est-à-dire porter des actions telles que celles que Javier Ayala emporte à Fuenlabrada ou telles que j'essaye d'emporter à Mency. Voilà, j'ai été beaucoup trop long et je vous rends la parole. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant découvrir, comme la France, comme vous le savez, accueille à Paris
les Jeux Olympiques en 2024, là, en juillet, nous allons voir un peu sur le village olympique comment se structurent les choses et comment des appartements vont être pour loger le village olympique, les sportifs, comment on va transformer ces logements ensuite. Alors, je vais laisser la parole à Élodie Benoît, qui connaît par cœur, qui est du groupe de notre partenaire Nexity. C'est à vous la parole. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je me suis navrée, ma caméra ne fonctionne pas bien, donc si vous ne me voyez pas, j'en suis désolée. J'avais effectivement eu la chance de pouvoir faire une visite il y a quelques mois de ça maintenant, avec certains d'entre vous lors d'une visite de la ville de Saint-Ouen, où vous aviez pu du coup vous réunir, voilà, c'est ça, dans la ZAC des Docks, et puis après on était partis ensemble sur le chantier. Je vous propose du coup de faire un peu un tour d'horizon du projet du village, en quelques métriques importantes, parce que je trouve que ça met toujours un peu le projet dans l'envergure qu'il a à prendre. Ce projet, il s'étale sur 3 communes, qui sont les villes de Saint-Ouen, Saint-Denis et l'Île-Saint-Denis. C'est un projet qui fait 250 000 m² sur presque 50 hectares. Donc c'est un quartier de ZAC, du coup, qui va accueillir à terme 200 logements et à peu près 120 000 m² d'activité et de commerce. C'est un quartier qui va accueillir à terme 6 000 personnes, donc 6 000 habitants et 6 000 travailleurs chaque jour. C'est 2 groupes scolaires, 2 crèches, un collège, un lycée, c'est 2 gymnases, c'est un parc de 2,5 hectares qui va trouver sa place dans la phase héritage. Et c'est une pièce urbaine majeure qui vient en fait compléter les travaux qui avaient déjà été engagés par les communes de Saint-Ouen et de Saint-Denis, hein, à la fois sur le quartier de Pleyel, sur le quartier de Saint-Ouen, sur la ZAC des Docks et l'écoquartier fluvial qui avait été développé par l'île Saint-Denis. Donc on s'intègre vraiment dans une démarche finalement qui vient être la continuité de l'action publique territoriale qui avait été déjà engagée par les élus du territoire et qui du coup vient complètement se retransformer à l'occasion des JO, mais qui va du coup à terme surtout accueillir un quartier de vie et qui doit lui par contre trouver pleinement sa place dans le fonctionnement territorial existant. Donc c'est pour ça que j'aime bien commencer par la phase héritage, parce que finalement c'est celle qui est la plus importante. C'est qu'est-ce qu'on va laisser comme héritage au territoire et comment les JO, c'est bien une opportunité de porter une action publique transformative, transfigurative, et pas juste une fin en soi de quelque chose qu'on pense dans le temps court. Pour autant, en phase Jeux olympiques, donc c'est à la fois la phase olympique et la phase paralympique. La deuxième phase est vraiment importante, on a tendance un peu à la mettre de côté, mais pourtant elle est prépondérante. Ce quartier, il va accueillir 14 500 personnes pendant la phase olympique et 9 000 personnes pendant la phase paralympique, avec des gens qui sont du coup porteurs de handicap, de différents handicaps, de handicap moteur, de handicap du coup des membres supérieurs, des membres inférieurs, de handicap visuel, auditif, cognitif pour certains. Donc du coup, c'est un projet qui quand même doit s'adresser à tous, avec un vrai enjeu d'inclusion et d'utilisation d'accessibilité universelle. C'est le terme qu'on utilise beaucoup quand on parle des JO. Et voilà, on est quand même sur à la fois un type de public et une densité, une intensité d'usage qui est assez inhabituelle pour les quartiers urbains qu'on a l'habitude de construire, même dans des cœurs urbains denses. Et du coup, comme je le disais, ce projet, c'est le plus gros chantier d'Europe. Alors maintenant qu'il a été livré, qu'on a remis les clés aux équipes de Paris 2024, c'est plus vraiment un chantier. Pour autant, je trouve ça intéressant de vous montrer cette photo qui date de 2021. Donc on parle d'un chantier quand même qui a accueilli 42 grues en simultané, ce qui est absolument énorme et inédit. C'était donc le plus gros chantier monocyte d'Europe. Et ça nous a imposé des contraintes de fonctionnement pour faire que ce quartier sorte dans les délais qui étaient inédites. Moi, j'aime bien le résumer ainsi. Je pense que ce qu'on a essayé d'utiliser, c'était un peu les recettes de cuisine de l'industrie pour essayer de massifier, de limiter les nuisances, de permettre finalement de fonctionner sur plusieurs chantiers côte à côte sans générer des interfaces qui soient problématiques pour des questions de fonctionnement, de qualité de quartier ou simplement de sécurité. Et donc, on a fait tout un travail avec l'aménageur qui est la Solidéo pour ensemble construire donc une plateforme mutualisée de chantier, travailler avec la DIRIF pour avoir un accès autoroutier et finalement que l'ensemble de nos accès de chantier soient localisés dans la zone de chantier et qu'à aucun moment il y ait des nuisances dans les quartiers et dans les quartiers environnants pour les résidents, pour les Odoniens, pour les Dionysiens. Donc on a eu un fonctionnement comme ça de centrale à béton in situ et on a eu du coup recours massivement à la construction hors site.
que ce soit pour le bois, donc les façades en bois qui sont quand même la moitié des constructions du village, mais également pour les constructions en béton, puisqu'on a aussi beaucoup eu recours au béton bas carbone et au béton préfabriqué. Voilà, donc avec des ensembles de prémurs, etc. Ça, je pense que c'est quand même une des grosses singularités de ce chantier, c'était de massifier à une taille aussi importante que celle-ci le recours à des éléments préfabriqués hors site, avec des enjeux de logistique qui étaient plutôt des enjeux de distribution et non pas des enjeux de construire sur site tout à partir de rien. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, donc là, on était dans les chantiers, vraiment quand on commençait à sortir de terre, en phase une fois que le gros œuvre est terminé, ou en tout cas, en passe d'être terminé, on avait du coup ce genre de grandes perspectives sur le village. Ce que vous voyez à gauche, les façades noires, en fait, c'est le pare-pluie, éléments de façade bois qui protègent le bois à l'intérieur, sur lesquels on vient ensuite mettre nos parements de façade. Vous voyez en pied d'immeuble, du coup, à la fois le recours au béton, et ce que vous voyez à gauche, c'est de la pierre, puisqu'on a essayé de travailler au maximum les matériaux biosourcés, dans une logique, encore une fois, d'économie de carbone et de frugalité. Et ce que vous voyez à droite, du coup, c'est ce gymnase en structure poteau-poutre bois, avec une charpente en bois tridimensionnelle qui, du coup, vient couronner un de nos bâtiments tertiaires. Ce dispositif constructif, il est innovant, puisqu'on avait aujourd'hui, au moment où on démarre le chantier en 2021, on construit en technique non courante. Donc la construction bois en France était évidemment développée, mais ça a été un gros vecteur de transformation du mode de construire en bois, où on a déposé à l'échelle du village, je ne crois pas dire de bêtises, en disant une quinzaine d'ATEX, donc d'autorisation de travaux, qui nous permettent en fait du coup de travailler le bois à la fois en éléments structurels de façade, mais également en éléments intérieurs. Donc elles ont ces poutres et ces poteaux, ils ont une fonction structurelle, et nous on a tâché, dans la mesure du possible, de les visibiliser parce qu'on a estimé que ça avait à la fois, en termes de qualité d'habiter et en termes de qualité esthétique, des vecteurs qui étaient très importants. Et puis c'est aussi un enjeu de médiation que de faire comprendre au grand public que le bois, c'est aussi un matériau qui est noble et qui, voilà, travailler un petit peu à finalement transmettre dans une logique de médiation la valeur que peut avoir le carbone aussi par les matériaux, qui est quelque chose qui est assez appréhensible par tous. Vous voyez une des perspectives de notre projet. Un des enjeux évidemment de ce quartier, c'est d'arriver à créer de la vraie mixité et de la vraie inclusion. Tout à l'heure, j'évoquais la question de la phase paralympique parce que du coup, elle a intégré la question du handicap dans la ville de manière beaucoup plus prégnante que ce qu'on fait d'habitude et très au-delà des approches normatives. La question aussi finalement de la manière dont ce quartier vient compléter une offre résidentielle à l'échelle de ces territoires, elle était très importante. Et donc on a travaillé là à l'échelle du secteur E, qui est le secteur que moi je représente chez Nexity, qui est finalement un quart du village, essayer de travailler une palette de logements qui se complètent et qui permettent d'offrir au territoire différents modes d'habiter. Donc on a travaillé à la fois sur des produits de logements sociaux, de logements intermédiaires qui sont assez classiques, on a travaillé sur du lac avec CDC Habitat. On a également développé avec Groupama une offre de co-living qui du coup permet d'offrir des leviers d'hébergement pour des personnes qui sont en recherche de logement moyenne durée, soit chez des jeunes actifs ou des ménages en décohabitation, et de travailler également une offre en accession libre qui permette d'éviter finalement les retours négatifs qu'on a pu avoir sur des quartiers qui sont que des logements en bloc ou que des logements locatifs, mais bien d'avoir vraiment de la mixité. Et c'était important pour nous que dans le panel, en tout cas le panachage de nos copropriétés, on arrive systématiquement à mixer les produits d'accession avec des produits de logement, gérés ou locatifs ou sociaux, pour avoir une vraie mixité à l'échelle des copropriétés et à l'échelle du quartier. Voilà, c'était à chaque fois d'essayer de travailler cette double granulométrie à l'échelle de la copropriété, à l'échelle du et évidemment, en termes de mixité d'usage, mais je vais y revenir après, la question de travailler des pieds d'immeubles actifs, et l'enjeu aussi à recréer des zones d'emploi, en mettant des bâtiments de tertiaire et des bâtiments des équipements sportifs et des équipements privés qui viennent du coup se mêler au logement, pour être sûr que derrière, à l'héritage, on ait des quartiers qui fonctionnent vraiment dans des vrais états de mixité et de favoriser finalement l'utilisation in situ d'équipements publics et privés. Voilà, donc si je vous fais un petit zoom sur ce qu'on a proposé en termes de plan de merchandising, ça a l'air très compliqué comme ça. Vous voyez, en fait, là, il y a l'ensemble des secteurs de Saint-Ouen et Saint-Denis. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, la zone de chalandise, elle est double. On a ces 6 000 habitants qui vont vivre dans ce quartier. On a 6 000 travailleurs qui vont être, eux,
préférentiellement probablement en déplacement pendulaire, et qui vont du coup faire vivre ce quartier. Donc l'enjeu, c'était de se dire comment cette ville, qui va émerger le 30 septembre 2025 à la livraison en configuration héritage, va faire ville. Comment on va garantir qu'elle est active, qu'elle est productive, et qu'on n'est pas dans une cité dortoir. C'était un petit peu ça le challenge qu'on avait. Et donc, on a travaillé à définir une programmation commerciale, une programmation de pied d'immeuble qui soit cohérente avec le territoire et surtout qui soit cohérente entre les différents secteurs, entre les différents promoteurs, les différents investisseurs. Et donc, on a vraiment travaillé tous ensemble, main dans la main, les opérateurs privés et les opérateurs publics, sous l'égide de la Solidéo. On a travaillé avec les collectivités à définir finalement un plan de merchandising qui était cohérent et qui s'intégrait pleinement dans les polarités préexistantes, que ce soit la polarité du quartier de Pleyel, la polarité du quartier de la ZAC des Docks et toutes les zones de développement commercial qui sont sur l'île Saint-Denis. Donc c'était vraiment important que le maillon qu'on venait créer finalement complète l'offre préexistante et finalement vienne la renforcer et vienne pas la phagocyter. Parce qu'à ce moment-là, on aurait eu des externalités négatives sur les territoires qui sont préexistants qui, elles, auraient été problématiques. Donc, on a essayé de développer à la fois une polarité commerciale qui vient vraiment s'adresser sur les axes. Sur les perpendiculaires, on a essayé de se dire que finalement, la commercialité, parce que c'est des zones qui ne sont pas zones de flux, mais par ailleurs, on a bien sur le territoire des activités artisanales, productives, culturelles, des associations issues de l'économie sociale et solidaire, des associations sportives, des studios de musique. Voilà, on a beaucoup en fait finalement de porteurs de projets à forte valeur ajoutée économique, sociale, intellectuelle pour le territoire, qu'il s'agissait finalement d'accueillir et d'intégrer dans cette activation des pieds d'immeuble qui permettent de donner de la vie, qui permettent aussi de s'approprier ce nouveau quartier et qui fasse ville et que les habitants se l'approprient. Et donc ça, c'était notre deuxième gros axe. Et le troisième axe qu'on a essayé de développer avec les collectivités locales, c'était la question de l'offre de santé. Parce que vous savez comme moi que la Seine-Saint-Denis est un département qui est peu pourvu par rapport à d'autres départements de l'Île-de-France en offre de santé. Et donc d'essayer de développer à la fois des cabinets médicaux, des pharmacies. Une pharmacie, c'est déjà très bien. De développer une offre de santé avec les professions libérales et d'essayer encore une fois de faire que ce quartier soit le support du développement du territoire pour garantir finalement sa bonne fonctionnalité et son activité finalement à terme. Et donc, ce qui était assez intéressant, je pense, et qui est assez atypique et qui est vraiment l'héritage des dernières évolutions législatives, c'était qu'on a déposé un seul dossier de CDAC en commun, tous les opérateurs du village. Et on est passé en commission tous ensemble. Et on travaille aujourd'hui avec la ville de Saint-Ouen, avec la Solidéo et la ville de Saint-Denis, à une charte commerciale commune qui soit intercommunale et qui permette d'inscrire un travail partenarial pour encadrer la commercialisation des pieds d'immeubles et travailler ensemble à ce que finalement ces promesses qu'on s'est faites, elles perdurent dans le temps et elles disparaissent pas à la toute fin de la livraison de l'opération. Passionnant. Je veux juste, du coup, je vois que je dépasse un peu la limite de temps. Ce que je pensais intéressant à vous, quand même aussi, vous partager, c'est la notion de résilience au changement climatique qui a été évoquée par plusieurs des personnes qui ont pris la parole avant moi et qui me semble assez intéressante. Sur ce, on a essayé de développer tout un panel d'innovations constructives et technologiques qui avaient vocation à garantir le faible impact carbone du projet. Deux choses par rapport à ça. La première, c'était que l'objectif, c'était de respecter les accords de Paris. Donc, c'est-à-dire que ce village, il représente 50% de l'empreinte carbone des villages précédents. Donc ça nous est permis par le recours massif au bois, au béton bas carbone, la mise en place d'un réseau de chaleur urbain qui est développé dans le cadre de la ZAC, de l'autoconsommation individuelle et collective permise par des centrales photovoltaïques, l'utilisation de matériaux de réemploi, et puis une très très forte performance environnementale de l'ensemble de nos façades. Ce que je trouve intéressant et qui est à mon sens le sujet le plus vertueux qui a été développé dans le cadre de ce village, c'est la question du confort thermique. Et c'était le fait d'intégrer dès la conception, dès aujourd'hui, c'est la logique de la RE 2020, le confort thermique en période caniculaire. Et donc, comment on garantit aujourd'hui que dans nos quartiers, on a des vrais îlots de fraîcheur, dans les cœurs d'îlots? Comment on garantit que les conceptions de façade intègrent, au-delà du carbone, aussi la question du confort thermique? Et ça passe par finalement des réponses technologiques, mais aussi par des réponses de conception, par un travail, une acculturation finalement de ces contraintes thermiques dans les milieux de l'architecture. Donc on a une vraie transformation des savoir-faire à conduire ensemble là-dessus qui me semble assez importante et que je souhaitais partager avec vous.
Et ce qui me paraît important là, dans le travail qui nous reste à faire, puisque le village olympique, c'est un laboratoire à ciel ouvert, c'est une attention internationale, donc c'était l'obligation pour nous tous d'être au rendez-vous de ces ambitions. Mais bon, qu'est-ce qui se passe après? Et ça, c'est un peu notre challenge à tous, je pense. Il y a eu des évolutions réglementaires qui vont vraiment dans le bon sens, hein, la RE 2020, toute la refonte qui a été engagée par le CSTB là, sur les ATEX et sur le fait que les maîtres d'ouvrage puissent aussi du coup s'investir beaucoup plus dans cette notion d'index et d'évolution des modes de construire. Moi, si je dois le résumer comme ça, je pense que nos prochains enjeux en tant que maître d'ouvrage, c'est vraiment d'arriver à travailler beaucoup sur la question de la construction hors site, de s'investir dans l'utilisation de matériaux biosourcés et de la valorisation des ressources. Ça, c'est un enjeu primordial du développement de nos opérations. Poursuivre en fait toutes les évolutions réglementaires qui ont été engagées, et notamment la question du permis double état et l'intégration des enjeux de réversibilité dès les phases de conception, pour pouvoir garantir la meilleure habitabilité possible des logements. Et puis travailler, je pense que c'était le cas déjà dans le cadre du village, hein, favoriser la reconversion des friches, qu'elles soient industrielles ou commerciales, qui vont nous permettre finalement de consommer du foncier qui est déjà imperméabilisé, de recréer des îlots de fraîcheur et d'éviter les extensions urbaines. Très intéressant, on est rentré dans le vif du sujet. Vraiment, voilà, on se réserve tout à l'heure pour des questions. Alors peut-être nous allons passer à nos amis irlandais, Sligo, Guy McGibbon, j'espère que je dis bien les choses, qui va nous présenter donc en anglais l'exemple de votre ville et de cette ville irlandaise. Hello. Hello. My name is Finbar Phelan, and I'm a member of Sligo Bid, the Business Improvement District in Sligo. I also am a member of the Irish Government's Town Centre First policy team, and I sit on the oversight group for that to look at our new Town Centre First policies in Ireland. Can you just share my first slide, please? While we're waiting for the slide to come up, first of all, I never once thought I'd be talking about our small town after the Olympic Village in Paris. And there were 3 fantastic presentations and very, very, very comprehensive. My presentation is much granular and down to vacancy in our town centre. So in Ireland, we have a need to build 50,000 houses per year. And currently, if you go on to the next slide, please. Currently, we're building 30,000 houses. But unfortunately, following the Celtic Tiger crash in 2010, 2011, we dropped down to building only 9,000 houses per year. So there's a huge shortage of houses in Ireland, and house prices have got very expensive. The vast majority of houses being built now are only being built in Dublin, because it's only people in our capital city that you can get banking to build houses. So there's a huge fascination with vacancy and vacancies in our town centres, and people think that the vacancies in our town centres will go a long way in fixing our problems and shortage of houses. But those of us who work in town centres know this is a fallacy, and we're trying to prove it. Currently in Ireland, there's a company called GeoDirect, and they put out a report twice a year, which looks at the vacancy rate in our town centres. It's a desktop study in conjunction with our postal service. So if a letter isn't sent to a house for 6 months or a building for 6 months, they deem it derelict or vacant. Now, this is a problem. I have 3 buildings in my business. One of them I receive the post in, the other 2 I don't. So under the GeoDirectory classification, those 2 buildings will be deemed to be vacant. In our town in Sligo, we end up every year as having the highest vacancy rate in Ireland at a rate of 25%. And we just feel we feel it's a very questionable result, and also very sweeping generalization. And it makes the headlines every time it comes out, as you can see in the pictures there. And if you just go to the next slide, please. And when they put out the pictures, they always picked the worst buildings to highlight how bad things are. So these 3 buildings, or these 3 streets,
have been derelict for years. One of them is the building on the right-hand side is the follow-on from the Celtic Tiger crash, where a developer just went wallop. He went out of business, and the site has been sitting vacant since. A lot of work has been done to change ownership there, and that is going to happen. But it creates an awful lot of negative publicity every time this comes out. And people say, yes, if we could only fix this, we'd fix the housing problem. But it won't. So we decided that we needed to find out some real data as to what's going on in our town centre. If you just go to the next slide, please. And we did a very simple survey where we looked at what are the real facts. And it was just as simple as going to all our businesses, handing them in a little sheet like you see on the screen, just asking them some basic questions. So where's the property? Are you using the upstairs of your building? If not, how long have you not been using it? And if you could do something with the upstairs of your building, what would you like to do? So very, very straightforward, nothing complicated. And again, as a business owner, I can ask other business owners these questions and they will answer it honestly. It wasn't our council doing it, it was the business people themselves doing it. Would you like to go to the next slide? So our town we're a small town, we've 20,000 people and we've 6 main commercial streets. 3 of them are retail streets and 3 of them are banking and service streets. So we just focused on the retail streets, okay? And the first thing we looked at was just the vacancy on our streets. So O'Connell Street is our main street. It is 38 buildings, 35 of them are occupied. So 8% vacancy. Grattan Street is our next main street, 24 buildings, 22 occupied, 8% vacancy. And Castle Street, my street, has 25 buildings, 19 of them occupied. That led to 24% vacancy. But because our streets are so small and we don't have that many buildings, one building changes makes a huge difference. So if 2 buildings on my street change, we automatically go down to 14% vacancy. So we were delighted, first of all, to show that, okay, our town isn't vacant. And this covers across the board for most small towns in Ireland. Ireland has a population of just coming up to 6 million people. 1.5 million people live in Dublin. 600,000 people live in Cork. We've 3 other cities then, but all of them have a population less than 100,000. And our next largest town is Drogheda, which is a population of 50,000. So the vast majority of people in Ireland live in towns of 20 to 30,000 or smaller. So what we're finding in our town will be quite similar to all the other small towns in Ireland, that your main retail streets are occupied. Your peripheral streets may have a higher vacancy rate, but those streets are never going to come back into retail. So we need to be looking at doing something different with them. So if you'd like to go on to the next slide. So getting back to the idea of what's going on above our shops and above our streets. Let me just go on to the next slide, please. Thanks very much. So these are the results of the initial surveys we back in. So again, we looked at our 3 main streets. So you can see in most of the streets that the people, they don't know is we haven't got the data back yet. But from the people we have the data back, 2/3 of them are actually using the upstairs of their building. They have a use for it. And this is something I always knew that was going to happen. But it's good for us to actually have some hard data that we can share with people to say what's going on. So if you go to the next slide, please. But there was some interesting facts in it. So of the 9 that have been vacant, 8 of them have been vacant for greater than 10 years. And that's a terrible shame that they've just been left vacant for that length of time. 6 of We have a scheme in Ireland, and I'll talk about on the next slide, called Croí Cónaithe, which means home at the heart. Didn't know anything about that scheme, which again is a failing on the government. Has to get out to the business owners. And of the buildings that are being used, the vast majority of them are just used for storage. So if you go on to the next slide, please. So how are we going to fix the problem of what's going on in our towns and try and get people back living upstairs? So first of all, we look at the carrot or the stick. Which approach works best? So Croí Cónaithe
which is something similar to the second presentation where there's money available if you refurb an upstairs building. If the building is deemed vacant, and to be deemed vacant, you can't have anybody living in it for 2 years, you get 50,000 of a grant. Or if it's deemed derelict, you get 70,000. There's also a planning waiver if you're building by the person who owns the building. This is a huge challenge for someone who's just after buying a house or a building. They want to renovate it. Then they have to go to the bank to ask for an extra 70,000 to renovate it, to claim back from the government. We need to get the government to change that attitude, that the government are willing to put the money up front instead of asking the building owner or the purchaser to take that risk. And that's going to be a huge change, because governments don't like giving money away that they don't think they can get back. They like to see the work done first. And that's something that's going to take a lot of time to fix. Can I go on to the next page, please? So for us, we're a small town of 20,000, but we have actually secured URDF funding, which is rural development funding from our government, for 50 million to improve our town. But we have to decide, how are we going to spend that money? Do we do it on public spaces, or do we use it to buy buildings to renovate to get people living up above? And personally, I think we need to get the people living up above before we start working on the public spaces. I think that we have exposed the myth that over-the-shop accommodation is the solution. It's one part of the solution, but is not the silver bullet that quite a lot of commentators in Ireland are talking about. And for us in Ireland, we have a huge problem of creating government teams or government organizations every time we want to fix something. And we're teamed out. We have too many people looking at our town centres and what we're doing in them. We really need to streamline that down so that we only have one organization looking after them. And for us, the data we now have on our town, it's very hard to actually give that to the government, because again, there really isn't one dedicated team looking after town centres in Ireland to the standard we would like. So much more simpler presentation than the ones previously, but it's an issue that's a huge problem for us in Ireland. Because we have to ramp up to get to 50,000 units per year. If we could get to a situation where we were getting 2,000 to 3,000 units back in our town centres, that would help with the situation, but it's not going to be the silver bullet that people are looking for. Thank you. Parfait, merci beaucoup et merci sur un peu votre positionnement par rapport à l'Irlande. Voilà, ça nous apprend plein de choses également. Alors maintenant, je vais laisser la parole à un membre du conseil d'administration, au maire de Laon, Éric Delay, qui va nous présenter un peu ce qu'ils ont mis en place à Laon. C'est la nana. Ouais, bon, ouais. Ok, c'est bon. Ouais, essaie de l'appeler parce que. Alors, juste, il faut couper ses micros. Voilà. Et Eric, j'ai l'impression que c'est figé. Ah non, c'est bon. C'est bon? Oui, on te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas comment je partage du contenu. J'aurais bien voulu vous montrer. Non. J'ai envoyé un fichier tout à l'heure, mais. Est-ce qu'au niveau des sous-titrages, tout le monde est bon, ou est-ce qu'on vous redonne nous traduit, de toute façon, tout est traduit voilà, Je sais pas comment je partage. En anglais directement en sous-titrage. Partager, puis c'est sûr. C'est bon pour Laon? Partager. Ouais, alors je ne sais pas, est-ce que tu vois ici? On voit très bien la dame dans le train.
Ah, très bien, parfait. Alors, est-ce que j'ai la main sur le PowerPoint? Alors, je vais vous présenter, oui, une campagne d'attractivité que la ville de Lyon avait lancée. Alors, je crois que c'était des premières villes moyennes en France à le réaliser. Souvent, ces campagnes d'attractivité, de notoriété sont lancées par des départements ou des régions. La ville de Lens, c'est une ville moyenne de 25 000 habitants, située dans le département de l'Aisne, au nord de Paris, à 1h30 au nord de Paris, 140 km au nord de Paris, dans un département très rural. C'est une ville chef-lieu, ville préfecture, qui, comme beaucoup de villes moyennes, a souffert avec une forte vacance commerciale et une vacance aussi dans le logement ancien, en centre-ville ancien. C'est une ville d'art et d'histoire. Avec une ville haute et une ville basse. Et la ville haute, c'est une ville avec 9 km de remparts et une cité et une très belle cathédrale du gothique primitif qui a été achevée au début du XIIIe siècle. Donc, c'est une ville de patrimoine importante. C'est une ville centre qui concentre des charges de centralité avec beaucoup de difficultés sociales et économiques sur le territoire, puisqu'elle a échappé aux grandes dynamiques d'aménagement du territoire en direction des métropoles. 2021, bien sûr, on s'est lancé dans un programme national, le programme Cœur de Ville, avec le gouvernement, Action Logement et la Banque des Territoires, pour travailler notamment sur la vacance des logements, en mobilisant un certain nombre d'outils, en lançant une opération programmée d'amélioration de l'habitat, en combinant à la fois les financements de l'ANA, les financements de la ville et de la communauté d'agglomération, et Action Logement, ce qui permet de remettre sur le marché aujourd'hui beaucoup d'immeubles, avec une typologie de logements qu'on essaie de définir, parce qu'il y a eu beaucoup de défiscalisation, donc de découpe d'immeubles, beaucoup de petites surfaces qui se sont multipliées dans la ville médiévale, avec beaucoup d'insalubrité et de logements indignes. Dans le même temps, on lance une concession d'aménagement pour s'occuper à la réhabilitation des îlots très complexes, avec donc un concessionnaire qui, sur 12 ans, va travailler sur la réhabilitation en lien avec l'EPF des Hauts-de-France pour procéder aux acquisitions immobilières, aux démolitions partielles, aux consolidations, aux restructurations, et là aussi essayer de remettre sur pied, sur le marché, des immeubles, mais qui sont dans une situation très difficile. C'est une ville aussi qui est soumise à un plan de prévention des risques avec des carrières souterraines qui sont présentes sous la cité médiévale et qui ne font que surenchérir évidemment les coûts de réhabilitation, sachant que le marché de l'immobilier dans l'ancien, dans cette ville, est d'environ 1 000 € du mètre carré. Donc, c'est évidemment extrêmement compliqué de s'attaquer à cette vacance dans une cité médiévale avec un bâti très dense. Dans le même temps, on a voulu travailler sur l'attractivité et notoriété de la ville. On sortait du Covid, avec l'observation d'un changement de paradigme quand même, où les habitants de l'Île-de-France et des métropoles s'interrogeaient sur le fait de peut-être quitter la métropole où les loyers sont très chers, où il est très difficile de se loger, pour aller en périurbain, en périphérie des métropoles, avoir une qualité de vie peut-être meilleure, avoir une petite terrasse, un jardin, dans une ville pas trop éloignée des métropoles. Et donc, on a décidé de lancer une campagne avec d'abord la création d'une identité de campagne, avec un storyboard, une vidéo avec musique de présentation de la ville et de ses atouts, un site web dédié, venez vivre à Lens, une page Facebook, des bannières pour présenter la ville et mettre l'accent sur toute la qualité de vie, les événements culturels, les équipements sportifs présents sur la ville, les établissements d'enseignement. Voilà. Et donc, on a lancé un appel à candidature sur ce site et sur nos pages Facebook pour dire venez vous inscrire, vous avez un projet de vie, vous avez un projet professionnel, pourquoi pas venir dans notre ville. Elle présente de nombreux atouts. Inscrivez-vous et on fera une sélection parmi tous les candidats qui s'inscriront, les familles, pour vous faire gagner un week-end dans notre ville où tout sera pris en charge. Les publicités, on les a diffusées assez largement, que ce soit par Internet, les réseaux sociaux, mais aussi avec une campagne d'affichage dans le métro parisien, sur les stations
qui sont secteur Gare du Nord, Gare de l'Est, donc à l'est de Paris, qui était notre cible prioritaire, Reims sur les abribus et la métropole européenne de Lille également sur les bus de l'ensemble de la métropole européenne de Lille. On a eu plus de 400 personnes, 480 qui se sont inscrites sur le site de la Venez vivre à Laon, avec donc des personnes qui ont derrière été appelées par l'agence Laou, qui systématiquement les appelait pour connaître un peu leur projet de vie. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes en famille? C'est quoi votre projet? Est-ce que c'est un projet à court terme? Est-ce que c'est un projet à moyen terme ou à long terme? Donc, sur 386 appels réalisés, il y a eu 146 appels qui ont été qualifiés et qui ont abouti, et donc 10 familles qui ont été sélectionnées, 31 personnes, pour venir passer au printemps un week-end à Laon où tout était pris en charge. Au travers de ces appels qualifications, on avait pu repérer notamment un profil de médecin gériatre à qui, au cours du week-end, on a pu organiser un rendez-vous avec le centre hospitalier de Laon pour essayer de recruter la personne. La diapo suivante, alors, si on peut. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Je n'y arrive pas. Ah, voilà. Sur la provenance et la typologie des inscrits, alors vous ne serez pas étonné, 43% de Paris et sa couronne, 5% Lille, 2,4% Reims, les Hauts-de-France, 11,7%, autres régions, eh ben, à peu près 37%. Diapo suivante, si on peut la faire passer. Voilà, principalement des projets en couple ou en famille. 70%, 29% sur les projets en solo. Donc, plus compliqué quand c'est un projet en couple ou en famille, souvent, il faut. Les deux sont à la recherche d'un emploi, professionnellement, recherche effectivement l'un et l'autre à trouver une opportunité sur le territoire où ils veulent aller. Et puis, quand il y a des enfants, les familles sont très regardantes aussi sur l'offre en matière d'enseignement, sur les options dans les lycées ou les offres dans l'enseignement supérieur. Diapo suivante. Voilà, alors les éléments déclencheurs pour les personnes qui se sont inscrites sur le site, 41% le font parce qu'ils veulent changer de cadre de vie. Ils veulent plus de calme, plus de nature et surtout une ville à taille humaine. Et voilà, une ville où les gens se connaissent, pas une grande ville où on est anonyme. C'est vraiment la majorité, effectivement, qui le font pour un changement de cadre de vie. L'opportunité professionnelle, bien sûr, 36,9%. C'est si je trouve une opportunité, je n'hésiterai pas à me déplacer. L'immobilier logement, 13%. Voilà, les personnes qui veulent acquérir un bien et qui sont très attirées par les prix de l'immobilier à Laon, vous pouvez facilement vous acheter effectivement 100 mètres carrés quand vous en avez 20 ou 30 sur la région parisienne. Le changement de vie, 3,9%. Le coup de cœur, 3,3%. Diapo suivante. Voilà, alors l'échéance des projets qui étaient enregistrés, quand on a appelé les personnes, c'était de dire moi j'ai plutôt un projet à moins d'un an, 62%. D'autres, entre 1 et 3 ans, moi j'aimerais quitter la métropole. Et puis 14% éventuellement à plus de 3 ans. Sur les liens avec la ville, on n'était pas très étonné. Plus de 82%, 83%, des personnes ne connaissaient pas la ville de Laon, pourtant pas très loin de Paris, à 140 km de Paris. Connaît un peu 13,8% et connaît 3,4%, donc c'est vraiment peu.
Donc l'idée, c'est effectivement de déclencher une visite pour une première fois déjà et de déclencher aussi le coup de cœur, parce qu'on a beaucoup d'exemples, notamment de Parisiens qui sont venus une fois passer un week-end à Lens, qui sont tombés amoureux de la ville et qui ont derrière ont acheté sur la ville, ont essayé de trouver une opportunité sur la ville, ou ont engagé une reconversion professionnelle pour s'installer dans la ville, par exemple en devenant commerçant. Voilà. En travaillant, on a un exemple d'un couple de Versaillais où madame travaillait à l'Agence nationale de sécurité du médicament, monsieur était pâtissier de formation, et à deux, ils ont décidé d'ouvrir un commerce de qualité en ville haute. Donc, enfin, en 2021, c'était un peu les résultats. On avait, par exemple, 37 projets inscrits avec une priorité professionnelle pour l'entrepreneuriat, très clairement. Enfin, voilà, ouvrir une épicerie, essayer d'ouvrir un espace de coworking, une conciergerie pour les professionnels, un bar tabac, on recherche un bar tabac ou un commerce vestimentaire, de la vente de cosmétiques, faire de l'e-commerce, ouvrir un restaurant, ou de l'entrepreneuriat dans le nettoyage, de l'aide à la personne. Enfin, voilà, c'était dans les projets de création, poursuite ou reprise d'entreprise, un peu ce qui avait été identifié au travers de la campagne. Pareil, on a un couple de Rémois qui est venu ouvrir une fromagerie aussi de qualité en pleine reconversion professionnelle. Monsieur était ingénieur chez Bombardier et madame a fait une formation de maître affineur et s'est installée en ville. On a en ce moment quelqu'un qui travaillait dans un établissement public de santé mentale et qui est en reconversion pour ouvrir une chocolaterie et qui a suivi sa formation chez un maître chocolatier. On peut poursuivre? Ouais. Diapo suivante. Alors, sur la sélection des 10 familles pour un week-end à Lens, on avait regardé bien sûr la temporalité du projet avec une priorité au projet à court terme, les motivations qui avaient été perçues au téléphone, éventuellement la maturité du projet de déménagement et d'installation, la priorité à ceux qui étaient plutôt dans l'entrepreneuriat, parce que peut-être plus facile effectivement de les accompagner dans l'entrepreneuriat que de trouver un emploi. On avait aussi sélectionné des personnes dont le profil correspondait aussi à des métiers en tension sur le territoire. Voilà. Puis des personnes qui acceptaient bien sûr de participer au week-end et éventuellement d'être interviewées. Diapo suivante. Voilà, si on peut faire, voilà. Donc, au programme du week-end, il y a eu moi, je les ai reçus pour leur présenter évidemment la ville, avec des chefs d'entreprise également, le directeur de France Travail qui était présent, qui a pu répondre à leurs questions en matière d'emploi sur le territoire. On leur a fait visiter des biens immobiliers aussi en ville pour leur montrer un peu les produits qu'on pouvait trouver et les prix du marché. Ils ont pu faire une visite un peu touristique et culturelle également de la ville, découvrir un peu les espaces de randonnée, balade, de loisirs un peu pour les jeunes dans la ville tout au long du week-end. Donc, l'évaluation, c'est que les candidats ont été vraiment séduits. Et pour beaucoup, alors on a pu recruter une médecin gériatre à l'hôpital lors du week-end. Et puis, beaucoup ont continué dans la suite, sont mis en relation avec France Travail, ont pu passer des entretiens avec des recruteurs et ont continué à poursuivre un petit peu leur projet pour essayer de s'installer sur Lens, avec la difficulté étant de trouver souvent des perspectives à la fois d'emploi pour monsieur et pour madame. Donc ça, pas toujours simple. Et puis d'autres, au travers de la campagne, sont arrivés spontanément sans que, d'ailleurs, ils soient venus passer un week-end sans qu'ils fassent partie des candidats sélectionnés. Mais au travers de la campagne, sont venus spontanément à Lens faire leurs propres recherches et découvrir la ville. Diapo suivante.
Voilà, je parlais de rendez-vous professionnels pendant le week-end. Ça a permis de faire une mise en réseau aussi, voilà, pour un candidat. Des liens qui se sont poursuivis avec le cabinet aussi, mon cabinet. On assurait un peu le lien avec les candidats et aussi en lien avec Pôle emploi dans les mises en relation. Diapo suivante. Alors, il y a eu un véritable succès d'image pour la ville, hein. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont entendu parler de Laon via le marketing digital et via les médias. Et donc, ça a amélioré l'image du territoire et la notoriété de la ville. En nombre de personnes d'inscription, plus de 400 personnes. Voilà, qui se sont inscrites lors de la campagne. Et qui ont été suivis dans l'année qui a suivi par l'agence Lao. Une capacité à réutiliser aussi le concept dans la durée, on peut en capitalisant sur l'existant. Et puis un succès pour le week-end où chaque participant a pu repartir aussi avec son projet de vie affiné, en l'aidant et dans son cheminement, dans sa réflexion. Voilà, donc ça s'est poursuivi, comme je vous l'indiquais, effectivement, dans l'année qui a suivi, où ma chef de cabinet a pris le relais sur les profils qualifiés, voilà, en continuant à donner aussi des informations sur la ville, les événements de la ville. Voilà. Et on avait sur l'agence à peu près une dizaine de personnes qui travaillaient sur l'opération. Voilà pour un peu cette campagne, la présentation de cette campagne d'attractivité qu'on avait lancée juste à la sortie du Covid. Merci beaucoup. Là, c'est une autre façon de voir un peu, et c'est bien de montrer également comment on peut apporter de nouveaux habitants dans une ville. Bravo pour cette volonté politique, parce que je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est une autre méthode qu'on connaît moins, mais qui est une méthode de communication importante pour apprécier et vouloir habiter dans une ville. Voilà. Oui, absolument. Ouais. Merci beaucoup, car je crois que Merci. M. le maire a ce soir un conseil municipal. Absolument. Préparé. Merci. Merci. Bon Alors, je vais donner la parole à Bayonne. Bayonne, qui est une ville qui s'est totalement transformée. C'est une ville qui a beaucoup d'atouts également. Et c'est une ville qui pourtant peut être concurrencée par toutes les villes aux alentours. On connaît bien Biarritz et tout. Et c'est une ville voilà, qui a fait une évolution constante. À Benjamin Labédère, qui est responsable au niveau du pôle requalification des quartiers anciens. Voilà. Est-ce que Benjamin, vous êtes là? Oui, bon, bonjour, je suis bien là, donc bonjour à tous. Donc là, je vais tenter de partager donc, le document de présentation. Mais merci à vous pour votre sollicitation. Donc visiblement, voilà, le diaporama est projeté, c'est bien ça, vous le voyez? Oui, c'est ça. Bon, très bien. Voilà, donc l'objet de l'intervention portera sur les dispositifs donc, mis en place par la ville de Bayonne pour requalifier ces quartiers anciens. Donc dispositifs à la fois opérationnels, réglementaires et financiers, donc qui ont été développés depuis de nombreuses années. Donc pour démarrer une petite présentation de la ville de Bayonne. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est une ville donc située dans le sud-ouest de la France, dans les Pyrénées-Atlantiques, au pied des Pyrénées sur la côte atlantique. La ville regroupe aujourd'hui plus de 52 000 habitants au sein d'une aire urbaine qui en compte plus de 200 000. Et c'est le cœur d'agglomération qui présente donc des enjeux majeurs, que ce soit en termes de logement, d'équilibre social, d'équipement,
d'économie, de transport ou encore de patrimoine. Donc, la ville bénéficie d'une histoire ancienne et d'un patrimoine architectural et patrimonial remarquable, notamment donc, sur les quartiers les plus anciens sur lesquels la ville de Bayonne a développé donc, ces outils depuis de nombreuses années. Donc là, vous voyez sur les cartographies les quartiers sur lesquels il y a une intervention très forte. Donc, ce sont les quartiers du Petit et du Grand Bayonne et un quartier situé autour de la gare qui concentrent près de 1000 immeubles, près de 5000 logements et environ 5800 habitants. Donc, c'est un territoire qui est relativement restreint puisque on recense environ 80 hectares, dont seulement 40 hectares bâtis. C'est un territoire restreint, mais qui est témoin donc, de l'histoire ancienne de Bayonne et marqueur de l'identité de la ville. Donc, c'est un secteur ancien donc, qui, historiquement, n'a pas pu se développer au-delà des remparts, hein, puisqu'il faut savoir que Bayonne était une place forte jusqu'en 1907. Donc, les habitants, au cours des siècles, ont construit à l'intérieur de ces remparts, ce qui a généré en fait une trame urbaine atypique en lanière, avec des parcelles étroites de 4 à 6 mètres de large et assez profondes, puisque les parcelles peuvent atteindre 25 voire 40 mètres de long. Et sont construits à près de 100%. Donc, on a affaire à une densité extrême, l'une des densités les plus fortes de France, avec des immeubles aussi bâtis sur 4 ou 5 étages. Donc, ce qui confère une architecture donc, unique pour ce centre ancien de Bayonne, mais avec des problématiques urbaines et d'habitabilité très importantes, puisqu'on a de nombreuses pièces et logements qui ne disposent pas d'ouverture sur l'extérieur. Là, vous voyez sous la coupe centrale, là, sur l'image, majoritairement, les immeubles bayonnais sont constitués d'un corps d'immeubles qui donne sur rue, séparé par une cage d'escalier centrale d'un corps d'immeuble donnant à l'arrière qui, lui, n'a pas d'ouverture sur l'extérieur, donc avec des problématiques de sécurité face au risque incendie et d'insalubrité. Donc cet urbanisme vraiment atypique a été donc du coup générateur d'une dévitalisation du centre ancien après-guerre, avec une forte décroissance démographique, une paupérisation des ménages et donc de fait un impact sur ses fonctions de centralité. Donc on a eu de nombreux immeubles après-guerre qui se sont dégradés, qui ont été abandonnés. Et ce phénomène a été renforcé en plus par le démembrement des propriétés et le défaut donc du coup d'entretien des parties communes. Donc très vite, la ville s'est emparée du sujet et a décidé avec les services de l'État donc de créer un secteur sauvegardé en 1975 qui est devenu site patrimonial remarquable en 2016. Ce document il a été approuvé donc en 2007 et est le fruit donc d'une visite systématique du millier d'immeubles avec un inventaire très exhaustif de l'ensemble des richesses patrimoniales et architecturales du bâti et donc la protection donc de quasiment la totalité des immeubles, des façades sur rue et des cages d'escalier, puisqu'il faut savoir que près de 850 cages d'escalier, dont vous verrez certaines photos tout à l'heure, sont remarquables et protégées. Et donc ce document, il avait pour ambition donc, de protéger la ville, de valoriser, de créer une offre de logement donc de qualité qui pouvait faire concurrence aux logements construits en périphérie, donc dans les lotissements pavillonnaires ou des collectifs plus récents, par la valorisation donc, du patrimoine et de l'architecture. Et cette protection est alliée aussi à une évolution du bâti qui est permise, qui est voire même obligatoire, avec la mise en œuvre de servitudes de curetage qui imposent la démolition d'une partie d'immeuble. Là, c'est ce que vous voyez donc sur la cartographie en jaune, qui impose donc du coup la dédensification des îlots urbains de manière à recréer des cœurs d'îlots et à résoudre ces problèmes d'habitabilité et de sécurité incendie.
Voilà, donc à ce jour, on a donc un travail qui a été mené approfondi depuis une trentaine d'années et qui a permis donc d'édensifier la grande majorité des îlots par ces opérations de démolition, donc menées soit par des opérateurs publics ou des opérateurs privés. Et aujourd'hui, on a les 3/4 de ces servitudes de curtage qui ont pu être réalisées. Alors comment? Par une juxtaposition de différents outils opérationnels et financiers, donc qui sont aujourd'hui regroupés au travers du dispositif OB2. Donc ça, c'est la marque qu'on a donnée à toutes les actions de valorisation et de protection et d'évolution du bâti ancien, et qui regroupe à la fois, donc vous le voyez, le site patrimonial remarquable qui couvre 2 quartiers, l'OPA-RU 2023-2028, donc il y a un dispositif contractualisé avec l'ANA qui permet justement le financement à près de 80% de ces travaux de démolition, de curtage et de restauration totale d'immeubles. On a le PNR4, donc Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés, qui concerne uniquement 25 villes en France. Et on a surtout un lieu dédié pour la boutique du patrimoine et de l'habitat qui permet d'accompagner tous les publics, que ce soit les propriétaires, les locataires, les agents immobiliers, les notaires, les artisans, enfin, tous les acteurs de l'habitat qui souhaitent justement intervenir dans le centre historique. Et depuis 2018, donc, on a le dispositif Action Cœur des Villes qui vient mailler tous ces leviers et surtout permettre d'abonder les aides apportées aux propriétaires, aux investisseurs, avec le partenaire majeur qui est Action Logement. Donc là, je l'ai dit, je passerai vite. Donc c'est ce qui a permis la requalification des quartiers anciens, c'est vraiment depuis 1977 la succession de différentes OPA-RU, opérations de renouvellement urbain, dont la dernière en date, qui a été renouvelée en 2023 et qui va être reconduite donc jusqu'en 2028, et qui vise le traitement donc de 250 logements, 16 copropriétés, en plus des 24 qui ont déjà été accompagnés avec le précédent dispositif, pour un budget total de 15 millions d'euros, dont 2 millions uniquement par la ville. Donc le PNRK, donc j'en ai parlé, donc c'est le traitement de 5 kilos dégradés avec là un montage particulier puisqu'on vient maîtriser du foncier par voie amiable, expropriation ou préemption simplement, et on vient donc du coup traiter des groupes d'immeubles. Donc là, il s'agit de traiter 17 immeubles en totalité répartis sur 5 kilos pour réhabiliter in fine 85 logements par l'action de différents bailleurs sociaux qui viennent donc du coup racheter le foncier à la ville ou à son autre établissement public foncier pour pouvoir créer du logement locatif social ou des logements en accession sociale à la propriété via les dispositifs en bail réel solidaire. Donc l'idée, vous l'avez compris, de ces différents dispositifs, c'est de requalifier l'habitat, de lutter contre la paupérisation des ménages à laquelle on a pu assister après-guerre, en évitant aussi le phénomène de gentrification, puisque l'idée, c'est de produire du logement pour tous, donc que ce soit pour des investisseurs, pour des personnes qui ont des revenus, mais aussi pour des locataires et des personnes du territoire. Là, juste en 2 mots pour vous montrer comment, un exemple de traitement, notamment d'une copropriété dégradée dans le cadre de l'OPA-RU. Là, vous voyez sur la cartographie, donc c'était un immeuble très dense, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, construit à 100%, frappé de fait d'une servitude de curtage pour venir aérer le tissu urbain. Là, vous avez la coupe de l'état des lieux, où on avait donc le corps du bâti donnant sur une cage d'escalier et l'arrière qui était frappé d'arrêtés d'insalubrité et d'impropre à l'habitation du fait du manque de lumière et de ventilation. Des parties communes donc vraiment très dégradées, anarchiques, avec des réseaux défaillants, défectueux et dangereux pour les occupants.
Et on est venu donc du coup accompagner la copropriété qui s'est dotée des services d'un architecte du patrimoine pour réhabiliter l'ensemble des parties communes et procéder à la servitude de curtage, là, que vous voyez en jaune, donc qui a été minimisée en accord avec l'architecte des bâtiments de France, qui est un acteur voilà, majeur pour la requalification du centre historique. Et on est venu traiter le problème de sécurité incendie par la création de sas mutualisés qui permettent aux occupants d'évacuer les immeubles en cas d'incendie dans l'une ou l'autre des cages d'escalier. Voilà, donc ça, on a procédé vraiment à un projet exemplaire, donc très coûteux pour la copropriété, donc il faut le savoir, hein, une enveloppe de près d'1 million d'euros, mais grâce aux aides de l'ANA et complétées par celles de la ville et de l'agglomération, on a pu atteindre un taux de financement de près de 70% sur le TTC, ce qui a permis d'emporter l'adhésion de l'ensemble des copropriétaires, puisqu'il faut savoir que sur ce type de projet où on a une nécessité de curtage, donc de refonte du règlement de copropriété, il faut un vote à l'unanimité, ce qui complexifie souvent le lancement et l'engagement et le vote de ce type de projet. Projet donc, qui est permis aussi par la mise en œuvre d'un règlement propre développé par la ville de Bayonne pour la mise en œuvre de son PSMV, puisque qui dit donc du coup prescription et ambition parfois vécu comme des contraintes par certains de valoriser le patrimoine, on vient financer donc tous les travaux qui visent à valoriser l'architecture. Donc on vient financer la réfection, le remplacement de menuiseries, de façades, de cages d'escalier, de démolition, et surtout là depuis 2022, on vient financer l'emploi de matériaux biosourcés pour l'isolation thermique. Donc ça, c'est très important, que ce soit pour les bienfaits en termes de bilan carbone, mais aussi pour des questions de confort d'hiver, mais d'été, confort d'été aussi pour les occupants. Et ce sont des matériaux qui préservent les qualités initiales du bâti ancien en termes de circulation de l'humidité, que ce soit en termes d'inertie. Et c'est des matériaux qui permettent de garantir une certaine pérennité au bâti ancien dans le temps, contrairement par exemple à certaines laines minérales qui viennent, ou des enduits ciment qui viennent enfermer l'humidité et endommager le bâti. Là, simplement un plan qui permet d'expliquer la juxtaposition de différents leviers et dispositifs opérationnels pour le traitement recherché d'îlots complets. Donc là, vous voyez, hein, ça c'est un plan qui a été fait dans les années 40 et dont on se sert toujours, hein, ce qu'on appelle le casier sanitaire, et sur lequel là, on a dessiné donc les opérations de curtage qui ont été réalisées, hein, en verre, de démolition pour recréer, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, des cœurs d'îlots aérés au travers de différents outils, que ce soit, donc, là vous voyez l'immeuble en jaune, c'est un opérateur qui a été, un immeuble qui a été réhabilité par un opérateur Malraux, puisqu'il faut donc le savoir, grâce au secteur sauvegardé, ça ouvre droit à une fiscalité avantageuse qui permet donc à des opérateurs d'équilibrer plus facilement leurs opérations. En vert, c'est des immeubles qui ont été réhabilités au travers du PNRCAD, et en orange, des immeubles réhabilités dans le cadre de l'OPARU. Donc on vient en fait se servir de tous ces dispositifs fiscaux, financiers, opérationnels pour traiter des immeubles. Et en violet, on a une recherche de reconquête foncière de certains immeubles aussi dégradés, en but de les rétrocéder demain à des bailleurs sociaux. Donc là, quelques photos justement des immeubles qui ont été traités dans le cadre du PNRCAD, donc qui étaient des immeubles vraiment très dégradés, vétustes, avec des cours encombrées et très peu lumineuses. Et grâce à ces opérations donc de dédensification, on a pu donc recréer des plateaux. Donc on avait des petites typologies à l'origine, des T2, des T1. On a pu réunir des plateaux à cheval sur 2 immeubles pour recréer des appartements plus grands et permettant de loger des familles en centre ancien.
de remettre en valeur la cage d'escalier centrale. Et sur la dernière image, vous voyez la cour qui a été recréée. Donc il faut savoir, elle était encombrée d'édicules plus ou moins en bon état, et de mettre en valeur donc une architecture en pan de bois, en pierre du XVIe siècle, etc. Je l'ai dit tout à l'heure, donc un outil très important, donc la boutique du patrimoine et de l'habitat, qui est ouverte depuis 1997 en plein centre historique et qui permet donc d'accueillir tout au long de la journée tous les publics qui souhaitent avoir des renseignements sur le PSMV, étudier les projets qui seront présentés ensuite à l'Architecte des Bâtiments de France, avoir des conseils sur les travaux, savoir comment rechercher des subventions, et aussi avoir des conseils quant à la suivi des travaux. Et c'est aussi un lieu de médiation, puisqu'il y a une exposition qui est en cours de renouvellement aujourd'hui et qui fait la promotion en fait de l'architecture du centre historique de Bayonne et de tous les techniques singulières pour restaurer et valoriser le bâti ancien. Tout ça est permis aussi grâce à une collaboration très étroite entre la ville et l'Architecte des Bâtiments de France, puisqu'on a la chance de pouvoir mobiliser l'ABF, donc une journée entière par semaine, avec sa présence tous les lundis matins où on instruit les dossiers avec les instructeurs des permis de construire et de déclaration préalable, et tous les jeudis matins avec elle pour visiter des immeubles et étudier des avant-projets et aussi vérifier la conformité des travaux. Donc c'est l'occasion aussi d'étudier des croquis d'intention qui peuvent être faits par les techniciens du patrimoine de la ville. Donc ils sont deux actuellement, donc à plein temps pour accompagner les porteurs de projets dans leurs travaux. C'est aussi un partenariat privilégié avec les artisans, sans qui en fait, des opérations de qualité ne pourraient pas être mises en œuvre. Donc il y a une relation permanente avec eux, que ce soit en salle, mais surtout sur le terrain, justement pour veiller à ce que les travaux soient faits correctement et aussi les accompagner et les former au quotidien. Donc ça, c'est vraiment le rôle des techniciens du patrimoine, d'expliquer la règle et surtout de trouver des solutions au cas par cas et de voir comment on peut valoriser au mieux les immeubles anciens. Donc ces artisans, ils ont la possibilité d'être référencés sur un répertoire d'artisans qui est mis à disposition du public en recherche de techniciens et d'experts spécialisés. Donc les artisans ont la possibilité, sous réserve qu'ils s'engagent à venir nous voir, à respecter le fait de déposer une autorisation d'urbanisme, de faire des allers-retours avec les techniciens du patrimoine, de figurer sur ce répertoire qui permet à la fois de faire la promotion de leur activité, mais aussi de rendre service aux habitants qui sont à la recherche d'artisans qualifiés. Toutes ces actions sur l'habitat, elles sont complétées aussi par des mesures qui sont actionnées depuis longue date, depuis notamment le début des années 2000, pour embellir et piétoniser l'ensemble des espaces publics du centre historique. Donc il y a une attention particulière qui est apportée sur le traitement des espaces publics, les matériaux, leur usage, leur fonctionnement, sur les circulations, avec notamment la mise en œuvre depuis de nombreuses années d'une navette qui permet de relier les différents quartiers. C'est aussi accompagné d'actions de développement d'équipements publics et culturels pour justement que le centre-ville soit habité, mais qui dispose de toutes les fonctionnalités, donc de services publics, mais aussi d'équipements culturels, économiques, etc. Avec, en parlant d'économie, la mise en œuvre d'un schéma directeur pour le développement commercial et artisanal, où il y a un accompagnement qui est fait de l'ensemble des commerçants, que ce soit pour le traitement de leurs devantures, commerciales avec des financements particuliers, mais aussi pour mettre en adéquation l'offre et la demande sur le territoire. Et il y a aussi donc des actions de médiation et d'animation qui sont conduites par l'Office de tourisme via le label Ville d'art et d'histoire et le Centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine.
Donc, concernant les freins que l'on rencontre aujourd'hui à Bayonne, on est confronté, bon, mais comme beaucoup de villes, au coût très élevé des travaux menés sur un secteur contraint, donc a fortement augmenté en plus depuis le Covid, où on atteint près de 2500 € du mètre carré pour les seules parties communes. Et si on ajoute les travaux en partie privative, on atteint souvent 3500 € du mètre carré, ce qui est considérable et qui justifie pleinement en fait le soutien financier qui est apporté heureusement par l'ANA et la ville et l'agglomération. Comme frein, c'est aussi des techniques et des matériaux qui sont réglementés pour l'amélioration thermique, mais pas toujours adaptés aux bâtis anciens. Et c'est, je l'ai dit tout à l'heure, aussi des décisions de travaux parfois difficiles à obtenir, vu l'unanimité qui est parfois nécessaire lors d'opérations de renouvellement urbain, et aussi tout simplement une majorité qui est parfois difficile à obtenir quand on a affaire à des travaux très très lourds. Si on doit retenir donc les leviers vraiment majeurs pour la réussite de ces dispositifs, c'est vraiment la mise en œuvre du plan de sauvegarde et de mise en valeur, donc comme je dis, outil de protection et de valorisation, et qui permet au quotidien d'améliorer la connaissance des situations, puisqu'il faut savoir donc tout est protégé, à la fois les extérieurs et les intérieurs, et tout est travaux est soumis à autorisation, ce qui nous permet de visiter chaque immeuble, chaque logement pour tout projet de travaux. Donc ça permet aussi à la fois de mieux connaître le patrimoine et l'architecture, mais de déceler aussi des situations parfois d'habitat indigne ou d'habitat dégradé. Le levier très important, c'est que sans un PSMV et une règle, c'est important, mais il faut des moyens humains pour pouvoir accompagner la règle et apporter des conseils renforcés au quotidien et disposer d'une certaine réactivité. Donc, je l'ai dit, je ne reviendrai pas dessus, c'est des efforts financiers soutenus et constants au cours des années. Et c'est aussi, comme on le fait aujourd'hui, des échanges permanents et des retours d'expérience avec d'autres collectivités pour différencier les actions et les adapter au territoire. Voilà, donc je vous remercie. Là, il y a quelques photos de belles cages d'escalier qui ont pu être traitées grâce à ces dispositifs. Et voilà, je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci beaucoup. C'était très intéressant cet observatoire. Alors, je vais peut-être demander à notre coprésident Jean-Philippe Dugouin-Clément de partager la parole, mais normalement, on termine à 16h30 l'observatoire. Voilà. Et il est 16h29, donc Oui. on a quasiment respecté les uns et les autres le filage et le minutage. Bon, tout petit peu débordé, mais c'est pas une catastrophe. Moi, je tenais à remercier tous les participants, vraiment, pour le temps, l'attention, particulièrement les intervenants, parce que c'est quand même beaucoup de travail, et notamment pour celui qui s'y est collé à la dernière minute en étant prévenu ce matin. C'était une gageure, et en tout cas une gageure réussie. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette réunion et qui nous accompagne et qui travaille sur le sujet. Nous aurons en partage l'ensemble des documents qui ont pu être projetés, qui seront mis en ligne via une plateforme commune à destination de l'ensemble des participants. Et je crois qu'il est convenu que nous puissions avoir une nouvelle réunion, une nouvelle rencontre avant l'été, donc date à déterminer, mais en tout cas entre fin mai à fin juin, première semaine de juillet maximum, mais en tout cas avant les coupures estivales où le monde tourne au ralenti. Voilà, il est 16h30, je rends la parole et merci encore à toutes et à tous. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je tiens à remercier d'abord toute l'équipe de Centre-Ville en Mouvement, Stéphanie Sorès qui nous a bien aidé aussi, qui travaille avec Jean-Philippe, Roberto Silva en Espagne, et bien entendu Matteo Piaceno et Clarisse Fourquin qui s'occupe des observatoires. Merci beaucoup à vous tous et à très bientôt. Au revoir, très bonne fin de journée.
À bientôt. Merci. Merci. Merci beaucoup.